Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Edward Wheeler Hall est né le 12 juin 1881 dans le comté de Kings, à New York, dans une famille très religieuse liée à l'église épiscopale. Il était l'aîné de 2 enfants nés d'Edward Douglas Hall, un fidèle pratiquant et membre respecté de la communauté, et de Fanny Burstow Hyde Hall, issue d'une famille ayant une longue tradition d'engagement religieux. Les 2 parents valorisaient l'éducation et inculquèrent à leurs enfants un fort sens du devoir et de la morale. Edward a étudié dans les écoles locales de Brooklyn, où il brillait académiquement et montrait tôt un intérêt pour les études religieuses. Ses parents ont encouragé sa curiosité intellectuelle et ont nourri sa foi naissante. Après avoir terminé ses études secondaires, Edward a poursuivi ses études et a non seulement reçu une formation académique rigoureuse, mais il s'est également profondément impliqué dans des activités religieuses. Reconnaissant son potentiel, ses parents ont soutenu sa décision lorsqu'il a choisi de poursuivre une carrière dans le clergé. Après avoir terminé ses études de premier cycle, il a fréquenté un séminaire théologique à New York où il a reçu une formation théologique et pastorale complète. Connu pour son éloquence, sa compassion et son dévouement, il est finalement devenu le recteur de l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste à New Brunswick dans le New Jersey. Là-bas, il était une figure populaire. Ses sermons étaient enloués pour leur profondeur et leur clarté, et son accompagnement pastoral était très apprécié. Il a continuellement soutenu sa communauté par des actions sociales et caritatives, gagnant respect et admiration pour son charisme et son engagement envers ses paroissiens. En 1911, Edward a épousé Françoise Knoll Stevens, issue d'une famille éminente du Nouveau-Brunswick, plus âgée de 7 ans. Cependant, dès qu'ils ont descendu l'allée, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la véritable motivation du révérend pour ce mariage n'était pas l'amour, mais la fortune considérable de son épouse. Malgré leurs origines différentes, Edward, qui avait grandi dans un foyer modeste, et Françoise, dont les parents étaient méconnus pour leur richesse et leur influence, le mariage semblait heureux. Cependant, ce que la plupart ignoraient, c'est qu'il était en réalité miné par des tensions sous-jacentes, notamment en ce qui concerne les questions financières, les attentes sociales et l'affection d'Edward pour certaines femmes de sa congrégation. L'une de ces femmes s'appelait Madame Eleanor Reinhardt Mills. Originaire de New Brunswick, née en 1888, elle eut une enfance modeste et une passion pour le chant. En 1905, elle avait épousé M. James Mills, un homme dévoué qui cumulait les rôles de sacristain suppléant à l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste et de concierge à temps plein à l'école primaire Lord Stirling. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Charlotte née en 1906 et Daniel né 4 ans plus tard en 1910. Éléonore était reconnue pour son rôle de choriste à l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste. Elle chantait aux offices et assistait fidèlement aux répétitions de la chorale. Cependant, des rumeurs circulaient suggérant que Madame Eleanor Mills avait une relation inappropriée avec le révérend Edward Wheeler Hall. Le matin du 16 septembre 1922, un homme nommé Raymond Schneider et une jeune femme nommée Pearl Barmer se promenaient dans un endroit isolé sur DeRoos Lane, situé près de la ferme Phillips, à la périphérie ouest de New Brunswick. Apparemment, ils cherchaient des champignons. Près d'un pommier sauvage, ils aperçurent un homme et une femme couchés sous l'arbre, pieds tournés vers lui. Cependant, quelque chose ne semblait pas normal. Le visage de la femme était couvert d'un châle, et celui de l'homme était caché par un chapeau. Raymond s'est approché du couple, mais ils ne bougèrent pas. Anxieux, il souleva prudemment le chapeau de l'homme et fit face à une vision horrible. L'homme était mort, ayant reçu une balle dans la tête. Il retira ensuite le châle de la femme. Elle aussi était morte, ayant reçu 3 balles, une sous l'œil droit, une dans la tempe droite et une au-dessus de l'oreille droite. Sa gorge avait aussi été tranchée. Les corps semblaient avoir été intentionnellement disposés, suggérant une mise en scène rituelle. Leurs bras étaient disposés pour presque se toucher. Raymond et Pearl se sont vite allés prévenir les autorités. 2 policiers arrivèrent bientôt et commencèrent immédiatement à inspecter les lieux. Ils se rendirent compte qu'il n'y avait aucune trace d'une arme, ce qui indiquait que le couple avait probablement été assassiné.
En examinant les environs de plus près, ils remarquèrent une carte de visite qui semblait avoir été soigneusement placée au pied nancy de l'homme. Des lettres déchirées jonchaient alors les corps. Les policiers les reconstituèrent patiemment et découvrirent qu'elles regorgeaient de ces d'expressions d'amour, ajoutant une dimension tragique à la scène. Lors de leurs observations, les agents notèrent plusieurs détails importants sur la femme. Elle portait une alliance, un chapeau en velours bleu à côté d'elle. Sa tenue était distinctive, une robe rouge à pois qui tranchait vivement avec l'environnement sombre. Ces détails donnaient des indices sur son identité et accentuaient la scène macabre à laquelle faisaient face les enquêteurs. L'enquête initiale a été compliquée par un problème de compétence territoriale. La scène du crime se trouvait près de la frontière entre les comtés de Somerset et de Middlesex. La police de New Brunswick dans le comté de Middlesex est arrivée la première, mais on a vite constaté que le crime avait eu lieu à Frankland, dans le comté de Somerset. Alors que les autorités s'efforçaient donc de résoudre cette confusion et que la nouvelle des 2 cadavres dans la ruelle de Russe se répandait, le site fut soudain envahi par des curieux morbides, qui ont piétiné toute la zone et même emporté des souvenirs. La carte de visite a circulé dans la foule, contaminant la scène. En conséquence, les preuves matérielles ont été gravement compromises, entravant l'enquête dès le départ. Finalement, l'inspecteur George Totten du département de police du comté de Somerset a pris le contrôle. Il a traversé la foule et organisé le transfert des corps à la morgue pour l'autopsie. Celle-ci a été réalisée par le coroner, le docteur R. M. Long, qui a conclu que les 2 étaient les morts depuis au moins 36 heures et qu'ils avaient été tués par une arme de calibre 32. Il n'a pas pu affirmer s'ils avaient été tués là où ils ont été retrouvés. Les corps ont vite été identifiés. Le monsieur était Edward Wheeler Hall, le révérend de 41 ans de l'église épiscopale Saint-Jean. Sa carte de visite avait été laissée sur place. Il avait été signalé disparu par sa femme, Madame Françoise Stephens Hall, environ 24 heures plus tôt. Elle avait déclaré à la police ne pas avoir vu son mari depuis la soirée du jeudi 14 septembre. La dame a été identifiée comme Madame Eleanor Reinhardt Mills, 33 ans mariée, 2 enfants, bien connue du révérend, car elle chantait à la chorale de l'église. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer un crime aussi terrible contre 2 membres respectés et appréciés de la communauté locale ? Au fil de l'enquête, les détectives ont constaté que la montre en or du révérend Hall avait disparu, tandis que son portefeuille, avec quelques pièces, était toujours dans sa poche. Madame Mills portait des bijoux qui étaient restés intacts. Au vu de ces observations, le vol a vite été exclu comme mobile. Le 18 septembre, Madame Mills a été enterrée au cimetière Van Loo. Moins de 12 personnes en deuil étaient présentes et la couronne sur le cercueil avait été payée par Madame Frances Stephens Hall, épouse du défunt révérend. Le révérend Hall a été enterré le même jour au cimetière Greenwood à Brooklyn. La police était confiante qu'elle trouverait bientôt là où les personnes responsables des meurtres. Ainsi, le lendemain des funérailles, l'assistant du procureur, M. John E. Toulon, a indiqué qu'une arrestation pourrait avoir lieu à tout moment, bien qu'il n'ait pas précisé exactement où l'arrestation pourrait être effectuée, si le suspect était un homme ou une femme, ni dans combien de temps la personne pourrait être placée en garde à vue. Les détectives avaient en découvert la relation inappropriée entre les victimes, devenue l'axe central de l'enquête. Madame Eleanor Reinhardt Mills était l'épouse de M. Jacques Mills, sacristain de l'église. Elle était connue pour sa personnalité dynamique et son dévouement à la chorale de l'église, mais son mariage avec Jacques était apparemment malheureux, marqué par des difficultés financières et une insatisfaction émotionnelle. Des personnes qui la connaissaient avaient suggéré que cette insatisfaction l'avait rendue vulnérable aux attentions du révérend, dont le charme et la position pouvaient sembler être une échappatoire romantique à sa vie banale et difficile. Bien que la police ait appris l'existence de cette relation, des rumeurs concernant la liaison entre Edward Wheeler Hall et Eleanor Reinhardt Mills circulaient déjà au sein de la communauté de New Brunswick, malgré leurs tentatives de discrétion, leurs fréquentes rencontres privées et leur interaction affectueuse n'étaient pas passées inaperçues. Les paroissiens et habitants discutaient des rencontres secrètes du couple, connus pour se retrouver souvent dans des lieux isolés, y compris l'église. La relation illicite fournissait non seulement un mobile pour les meurtres, mais ajoutait également une dimension sensationnaliste à l'affaire. Lorsque les corps ont été découverts,
accompagnée de lettres d'amour déchirées à leur côté, l'enquête sur un simple meurtre s'est transformée en une histoire sordide de passion et de trahison. Le public et la presse étaient fascinés par les détails scandaleux, et l'affaire est devenue le point central d'une couverture médiatique exhaustive. James Mills, veuf après le décès de sa femme, était suspect en raison de son lien avec les victimes et d'un mobile lié au comportement de son épouse. Les enquêteurs ont supposé qu'il aurait pu découvrir la liaison et, poussé par la jalousie et la colère, commettre les meurtres. Malgré ces soupçons, James Mills semblait réellement souffrir et a pleinement coopéré avec l'enquête. Il a donné un alibi, disant qu'il travaillait chez lui la nuit des meurtres. Cela a été confirmé par ses 2 enfants et un voisin qui a déclaré à la police qu'il s'était plaint du bruit. Monsieur Mills a déclaré qu'il était allé à l'église avant d'aller se coucher et de nouveau tôt le matin pour chercher sa femme. Il n'y avait également aucune preuve pouvant le placer sur les lieux. Cependant, Monsieur Mills avait dit qu'il s'était rendu à l'église avant d'aller se coucher et de nouveau aux premières heures du matin à la recherche de sa femme. Il est revenu à 9 heures du matin et a appris de Madame Françoise Stephanie Hall que son mari n'était toujours pas rentré. Mademoiselle Charlotte Mills a déclaré aux policiers qu'elle avait parlé avec sa mère d'un éventuel divorce le jour de sa disparition. Des témoins affirment avoir vu Madame Eleanor Reinhardt Mills seule dans Rosses Lane le soir du jeudi 14 septembre. Le révérend Edward Wheeler Hall y avait également été vu à 21h. La police a également appris que Madame Mills avait téléphoné 2 fois à la maison des Hall ce soir-là, sans réussir à joindre le révérend. L'enquête cependant, ne semblait pas progresser, si bien qu'à la fin du mois d'octobre, elle fut confiée au procureur spécial Wilbur Amott. L'attention s'est alors déplacée de M. Mills vers Mme Frances Stephens Hall. C'était une femme à l'apparence sérieuse, affichant un calme apparent. Les enquêteurs se demandaient si, apprenant l'infidélité de son mari et pensant qu'il la quitterait, elle avait tué son mari et la femme jugée responsable. Ils ont supposé qu'elle aurait pu agir ainsi, afin de préserver sa position sociale et d'éviter l'humiliation publique. Cependant, lorsqu'on l'a interrogée, elle a maintenu son innocence et a présenté un alibi solide pour contrer les accusations. Elle a déclaré qu'elle était chez elle la nuit des meurtres, ce qu'a confirmé sa domestique, Louise Geist. La police est restée sceptique et a continué son enquête. Ils ont aussi enquêté sur Henry et William, les frères de Madame Frances Stephens Hall, pas seulement sur elle. Henry, personnage reclus au comportement erratique, et William, connu pour ses déficiences intellectuelles, avaient en tous 2 des raisons de défendre l'honneur de leur sœur. Des témoins, citant leur nom de famille commun, affirmaient en les avoir vus près de la scène du crime la nuit des meurtres, et leur comportement après la découverte des corps paraissait suspect. Néanmoins, le manque de preuves concrètes et le fait qu'ils appartenaient à une famille éminente, riche et de haut statut social compliquaient les efforts pour constituer un dossier solide contre eux. Bien que la police n'ait procédé à aucune arrestation, l'affaire du meurtre Hall Mills, comme l'avait surnommé la presse, était devenue connue dans tout le pays. Les journaux nationaux publiaient chaque jour des mises à jour et des récits sensationnels sur l'enquête. Les détails scandaleux de la liaison entre le révérend Hall et Madame Mills, associés à la nature macabre de leur meurtre, avaient totalement captivé l'imagination du public. Une dame s'est manifestée, devenant un témoin clé mais controversé. Madame Jane Gibson, surnommée la femme au cochon par la presse, était éleveuse de porcs. Son récit de cette nuit a accentué le mystère d'une affaire déjà très médiatisée. Elle a raconté aux policiers qu'elle avait été réveillée le 14 septembre par le son de voix élevées. Elle a dit être sortie voir ce qui se passait et avoir aperçu 4 silhouettes dans l'obscurité. L'une d'elles était une femme en long manteau qu'elle a ensuite identifiée comme étant Madame Frances Stephen Hall. Selon Madame Gibson, elle a entendu une vive dispute et a vu un homme tomber au sol après avoir été abattu. Elle a aussi entendu une femme crier « non » avant d'autres tirs. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait vu la femme tomber au sol. L'enquête sur le meurtre du révérend Edward Wheeler Hall et de Madame Eleanor Reinhardt Mills, menée par Joseph E. Stricker, n'a pas permis de rassembler assez de preuves pour inculper quelqu'un. Suite à cela, l'enquête a été réduite, laissant l'affaire non résolue et entourée de mystères. Durant les 4 années suivantes,
L'intérêt du public est resté, mais un nouveau développement majeur n'est survenu qu'en 1926. Cela est arrivé quand M. Arthur Real, marié en 1924 à Louise Geist, domestique de Mme Frances Stephens Hall, a demandé le divorce. M. Real a affirmé que sa femme lui avait dit que sa maîtresse savait que son mari prévoyait de la quitter et de s'enfuir avec Mme Eleanor Mills. D'après sa déclaration, Mme Stephens Hall et ses deux frères ont confronté le couple tard le jeudi 14 septembre 1922 dans de Roost Lane. Les frères les ont tués pour préserver l'honneur de leur sœur. Il a précisé que sa femme avait été rémunérée pour se taire sur ses fourchettes. Lorsque ces allégations sont parvenues à la presse, elles ont ravivé les soupçons et les spéculations autour de l'affaire. Bien que Mme Louise Real ait rejeté cela comme étant des absurdités. Les propos de son mari et la couverture médiatique qui a suivi ont attiré l'attention du gouverneur A. Harry Moore, ce qui l'a poussé à ordonner une seconde enquête. Cette décision a marqué un tournant, relançant les efforts pour découvrir la vérité et rendre justice aux victimes. Il a finalement été décidé qu'il y avait assez de preuves pour poursuivre Mme Frances Stephens Hall et ses frères Henry et William Stephens. Un autre membre de la famille, Henry Carpenter, a aussi été inculpé au début. Il n'a cependant jamais comparu au tribunal, n'étant suspect qu'à cause de ses liens familiaux. Mais il avait un alibi pour la nuit en question, et il n'y avait pas de preuves contre lui. Avant le procès, on a découvert que le rapport d'autopsie original de Mme Eleanor Mills avait été égaré. Par conséquent, son corps a été exhumé et une nouvelle autopsie a été réalisée. Cela a mené à une nouvelle découverte macabre. La nuit où Elsa a été assassinée, sa langue avait été coupée. Le procès a débuté le 3 novembre 1926 à Somerville, New Jersey. Ce fut un grand spectacle, attirant une immense attention du public et des médias. Mme Stephens Hall a engagé la meilleure équipe de défense disponible, dirigée par Robert H. McCarter, un avocat bien connu et très en vue. Les témoignages ont dressé un tableau de jalousie, de complot et de possibles dissimulations. Le témoignage de Jane Gibson, surnommée la femme au cochon, fut particulièrement saisissant. Même en phase terminale et transporté au tribunal sur un lit d'hôpital, son témoignage a suscité beaucoup d'attention. Cependant, l'accusation a eu du mal à la présenter comme un témoin fiable. Ses déclarations étaient pleines d'incohérences et ses descriptions des événements survenus le soir du 14 septembre 1922 avaient changé à plusieurs reprises. Son excentricité en a fait une cible de moquerie de la défense et de la presse. Il y avait des témoins crédibles comme un homme qui a témoigné avoir vu Henry Stephens près du pommier sauvage le jour des meurtres. Cependant, sa divulgation tardive de cette preuve, survenue plusieurs mois après les meurtres, a permis à la défense d'en minimiser l'importance. Fait intriguant, une empreinte digitale appartenant à Guillaume Stephens a été retrouvée sur la carte de visite qui avait été placée au pied d'Edward Wheeler Hall. La défense a affirmé que la scène de crime compromise suggérait que la carte avait sans doute été manipulée par plusieurs personnes, réduisant encore son importance. En fin de compte, les preuves en sont restées circonstancielles, permettant à la défense de mettre efficacement en avant l'absence de preuves directes reliant leurs clients au crime. Le procès s'est terminé le 3 décembre 1926 et le jury a déclaré les 3 accusés non coupables. Un verdict qui n'a fait qu'accentuer le mystère et la fascination du public pour cette affaire. Après le procès, Mme Frances Stephens Hall a voulu reprendre une vie normale, mais la stigmatisation était restée. Elle est restée à New Brunswick et a continué à vivre dans la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Edward. Elle est décédée en 1942, sans jamais s'être remariée ni avoir reparlé publiquement de l'affaire. Au fil des décennies, de nombreuses théories ont émergé concernant les motivations et l'identité des responsables de ce crime des plus horribles. La théorie la plus simple avance que les meurtres auraient été motivés par la jalousie et la volonté de préserver l'honneur familial. Madame Frances Stephens Hall, humiliée par la liaison de son mari, aurait pu demander à ses frères de tuer Edward et Eleanor. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un cambriolage ayant mal tourné, Edward et Eleanor ayant été tués par les voleurs après avoir été découverts. Mais l'absence de vol et la mise en scène rituelle des corps fragilisent cet argument. Certains ont suggéré qu'un amant éconduit aurait pu commettre les meurtres dans un accès de rage, mais cette théorie, sans preuve, reste largement spéculative. Une théorie plus complexe implique une conspiration plus large, impliquant potentiellement des personnes influentes du Nouveau-Brunswick.
Les partisans de cette théorie soutiennent que l'enquête a été délibérément mal menée afin de protéger certaines personnes d'une exposition. Cela ressort des nombreuses erreurs de procédure et incohérences dans l'enquête, ce qui pourrait indiquer une dissimulation possible. Les avancées en sciences médico-légales et dans les normes juridiques ont suscité un regain d'intérêt pour l'affaire Hall Mills. Les techniques médico-légales modernes comme l'acide désoxyribonucléique et les tests balistiques avancés pourraient apporter un nouvel éclairage sur l'affaire. Cependant, la contamination et la perte de preuves lors de l'enquête initiale posent des défis importants. L'affaire demeure l'un des mystères non résolus les plus fascinants de l'histoire criminelle américaine. Scandales, intrigues sociales et violences macabres ont captivé le public et marqué durablement la culture. Malgré diverses théories et une enquête poussée, les auteurs des meurtres n'ont jamais été clairement identifiés. Bien que beaucoup pensent que Madame Frances Stevens Hall et ses frères William et Henry aient échappé à la justice après un meurtre, l'affaire reste partiellement mystérieuse. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.